Monsieur, bonjour. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Il est 7 heures. C'est ça, Jean-Étienne? Oui, 7h01 oui, c'est ça. déjà. Eh bien, c'est Nos Nouvelles, le magazine apporté par Intexto tous les matins sur les ondes de Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous sommes en direct sur notre site internet intexto.ca également. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Emma, bonjour à tout le monde. On est là pour vous informer. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, et on va revenir, comme on l'avait promis hier, sur cette journée porte ouverte au centre Jean-Paul Lemay. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver, d'où ça vient, l'historique du centre, c'est quoi la réalité, la situation du centre aujourd'hui. On va vous parler de tout ça dans un reportage qu'on va diffuser tantôt. Et en Haïti... En Haïti, on va rester largement au Parlement, Ouais. que ce soit pour l'attaque qu'il y a eu au début de semaine. Ça a l'air que c'est un montage. Ouais, en tout cas, c'est la thèse de plusieurs responsables, de plusieurs Ok. sénateurs, en tout cas parlementaires, et d'autres analystes qui n'ont rien à voir avec le Parlement directement. On va voir aussi le processus de ratification de M. Seyan avec la formation au niveau de la Chambre Alors, où des est-ce que c'est députés. rendu ça? En tout cas, pour la Chambre des députés, une commission va être mise sur pied OK. d'ici aujourd'hui pour analyser les pièces de M. Seyan. Sachez aussi que les riverains, les voisins de Jovenel Moïse ont tenu un sitting hier, encore une fois, pour protester contre le démolissement des maisons. Encore? Oui. Donc, OK. et puis, il y a une organisation en Haïti qui a soumis une correspondance au président vénézuélien Ouais, et M. Maduro. oui, pour lui dire, écoutez, arrêtez de supporter jusqu'à ce qu'on fasse lumière sur l'argent de l'argent de Petro-Caribé. Petro-Caribé. Oh là là. Restez avec nous, à tout à l'heure. À tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà. On est le mercredi 22 août 2018. Nos nouvelles apportées par Intexto. Vous écoutez le 102.3 FM
Radio Centre-Ville à Montréal. Nous sommes en direct sur Facebook, également en direct sur notre site internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. Et nous émettons depuis Montréal-Nord, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord tous les matins. Et justement, on va parler de Montréal-Nord ce matin, encore une fois, pour vous parler d'un organisme qui mène une lutte acharnée contre le décrochage scolaire. Ouais. Il s'agit du Centre de formation Jean-Paul Lemay, qui aide énormément de gens, plus d'un millier par année, qui passent par ce centre de formation à obtenir leur secondaire 5. Vous savez quoi? Il y en a qui sont passés par là, qui n'avaient pas leur secondaire 5, qui sont passés par là et qui sont arrivés au bac, à l'université, qui ont terminé leur bac, qui ont leur maison aujourd'hui, qui gagnent leur vie, qui ont de meilleurs emplois. Et c'est depuis 1995 que le centre de formation Jean-Paul Lemay existe, à Montréal-Nord justement, et mènent cette bataille. Depuis 2002, ils ont leur accréditation auprès du ministère de l'Éducation nationale, ce qui rend, s'il vous plaît, leur diplôme valide. Valide et officiel même, hein, vous savez. Mais d'où ça vient, cette idée-là? Comment ça s'appelait avant? Toute l'historique du centre Jean-Paul Lemay à travers ce reportage. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. À l'activité 6 de la page 41, question numéro 1, on vous demande un carré mesure 36 mètres de côté. Calculez son périmètre. Richard Deroy est le doyen des enseignants au centre Jean-Paul Lemay. Avec ce dernier, il a fondé en 1995 l'organisme Promotion culturelle et éducative qui allait devenir, depuis 2008, cet espace d'éducation populaire à Montréal-Nord. Mais qui était Jean-Paul Lemay, décédé en 2003? Monsieur Deroy nous le décrit ici avec beaucoup d'émotion. Fait que souvent, je me promenais avec lui en auto. Puis on allait dans les parcs, il voyait des jeunes, on débarquait de l'auto en plein milieu de l'après-midi, en septembre, en octobre, en novembre. On débarquait, il allait voir les jeunes, qu'est-ce que vous faites dans le parc? Vous êtes supposé d'être à l'école? Ah, on va pas à l'école, ça ne nous intéresse plus. Fait que M. Lemay dit, venez à mon organisme, les gars. Je vous donne l'adresse, numéro de téléphone, venez nous voir, on va... Comme ça. Fait que ça a parti d'une idée comme ça, lui, de vouloir donner, rendre service surtout aux jeunes et à la population. Les immigrants qui arrivent, les nouveaux immigrants qui arrivent aussi, connaissent pas le système scolaire, connaissent pas comment ça se passe au Québec. Monsieur Lemay, venez me rencontrer, je vais vous jaser, puis je vais vous expliquer comment ça se passe au Québec. Qui était-il? Jean-Paul Lemay, c'était un ancien policier de la communauté urbaine de Montréal à l'époque, qui est devenu sergent détective, puis qui a pris sa retraite. Il s'est acheté une ferme à Lobinière, c'est dans le bout de Québec. Il a travaillé quelques années sur sa ferme, puis il n'aimait pas plus ça que ça. Il est revenu dans son district natal, Montréal-Nord, parce que Jean-Paul Lemay, c'est un gars de Montréal-Nord. Peu avant le décès de Jean-Paul Lemay, le centre qui porte son nom aujourd'hui a obtenu, en 2002, son accréditation auprès du ministère de l'Éducation nationale, ce qui rend les diplômes qu'il décerne officiels. Mais malgré tout, Roger Petitfrère, son actuel directeur, déplore le fait que les communautés haïtiennes et nord-montréalaises ne profitent pas assez des services du centre. C'est parce que jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes, au lieu de comprendre l'importance du centre comme un complément, ils voient le centre comme une concurrence. Donc, pour eux autres, c'est comme si les gens viennent ici, c'est comme si on essaie de faire en sorte que les jeunes ne terminent pas leur secondaire, ce qui n'est pas le cas. On ne vise pas les gens qui font leur secondaire régulier. Nous, on est là pour compléter les gens qui, après un certain temps, n'arrivent pas à terminer leur secondaire. On leur dit de venir ici, donc on va leur donner une équivalence. On va les aider à avoir une équivalence. Donc l'équivalence, moi je dis, c'est près de 99% du DES. Pourtant, des gens de Roberval, Matapédia, Bécomo, Laval, Montérégie, entre autres, passent par cet organisme qui mène une lutte acharnée contre le décrochage scolaire. Par année, plus d'1 millier d'apprenants transitent par là. Mais tous ne réussissent pas, malheureusement. D'où de nouveaux programmes instaurés d'année en année dans le cursus du centre. Roger Petitfrère. Donc l'année passée, on a mis 2 nouveaux programmes sur pied.
la récupération et le projet Redémarre ta vie. Une chance que l'arrondissement de Montréal-Nord a financé le projet Redémarre ta vie en 5 ou 10 semaines qui travaille pour les plus jeunes. On parle des jeunes de 16 ans à 29 ans. Ça, c'est un très bon point. Et puis, c'est la première fois aussi que... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça? Ça, c'est un accompagnement personnalisé pour les jeunes âgés de 16 à 29 ans qui habitent Montréal-Nord. Justement, en parlant de redémarrer ta vie, plusieurs ont profité de la journée porte ouverte de lundi dernier pour le faire. C'est le cas de France Durand et de Patricia que nous avons rencontrés. Dans le fond, parce qu'il me manquait des crédits pour mon secondaire 5. Puis là, je suis après suivre un cours au Collège CDI Anjou pour faire mon cours en TE. Puis c'est pour ça, dans le fond, que je m'en vais chercher mon équivalence. Pourquoi vous êtes venu vous inscrire? Est-ce que vous avez décroché? Non, je ne suis pas décroché, juste travailler comme avoir de l'argent. Puis c'est ça. Tu es à l'école encore? Non, j'étais au travail, puis j'ai décidé de retourner aux études. Oui, mais lorsque vous avez décidé d'arrêter les études, c'était pourquoi? Pour économiser d'argent. Ah bon? Ouais. Ça fait combien que vous avez... Voilà. Voilà. Donc, il y a plein de raisons pour laisser l'école, même pour économiser parfois. Oui. Oh. Mais en tout cas... Mais heureusement qu'il y a un centre comme ça qui donne la possibilité à tout le monde de vraiment, la au dame, moment là, opportun, de revenir. France Durand qui m'a parlé, la première qui est intervenue presque à la fin, là, c'est une dame de 44-45 ans qui a laissé l'école depuis plus d'une dizaine d'années, mais qui a besoin d'avancer. C'est déjà quand même dans très la vie. courageux. Hein? Ah ben oui. Heureusement qu'il y a un oui. centre comme ça pour les aider à atteindre leur objectif. Oui. Excellent. Donc, il y a un nouveau programme financé par l'arrondissement de Montréal-Nord qui s'appelle Redémarre ta vie. Ça, c'est spécifique par rapport à des jeunes, par exemple, de 16 ans qui ont décroché à l'école et puis qui, tu vois, et puis le système est fait de façon telle que parfois, quand tu décroches, pour revenir, tu peux pas aller au régulier. Absolument. Tu n'as plus l'âge pour ça. Yeah. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça si vous voulez avoir une deuxième chance dans la vie? Eh bien, le centre de formation Jean-Paul Lemay, c'est un peu ça qu'il fait. Excellent. François. Oui, Janima. Ça va bien? Oui, ça devrait aller, oui. Oui, j'espère que tout le monde va bien également. Ben oui. Ouais. Alors, tu es passé par le centre? Oui, on était ensemble, tu te rappelles? Ah oui, c'est ça, oui. Pas mal. Oui. Pas mal. Oui, mais c'est une très bonne activité. Moi, je connais bien M. Petit Frère qui fait un bon travail là-bas. Et puis, il était au centre, j'ai vu les gens, la motivation, tout ça. Ça veut dire que c'est quelque chose de très intéressant, mais comme il a dit dans le reportage, les gens voient ça souvent comme une sorte de concurrence. Ça n'a rien à voir. C'est malheureux, mais de toute façon, c'est qu'il fait un bon travail et puis j'espère qu'il va continuer à le faire. Ouais. Bon, Absolument. alors on est au Québec avec Immigration Québec qui annonce, qui fait une mise à jour de ce qu'il a lancé comme nouveau programme de travail qualifié depuis le 2 août, excusez-moi. Alors, il annonce que on pourra soumettre des demandes de déclaration d'intérêt à partir du mois de septembre. Ah bon? Actuellement, oui. Pour le moment, on ne peut pas soumettre de demandes. Actuellement, ils sont en train de faire une mise à jour de la plateforme AIMA, parce que, et ça vient un peu nous expliquer très bien, c'est avant même de mettre cette plateforme disponible pour le public, on doit faire le rodage autour de cette plateforme-là pour voir si le fiasco qu'on a connu en 2016, si ce fiasco-là ne va pas se répéter. Ouais. Parce que on a essayé en 2016 de soumettre des demandes, vous vous rappelez, dans le programme Mon Projet Québec, ça n'a pas fonctionné. Alors là, maintenant, on fait c'est une mise à jour, mais... Oui, comme tu l'as dit, c'est des rodages, c'est des tests qu'il faut faire pour s'assurer que ça ne va pas boguer dès le début, parce que ça va prendre beaucoup de monde quand même qui va venir dessus. Parce qu'il dit que le mot à image veut du mot à image qui signifie harmoniser. Alors on veut vraiment que tout soit harmonisé avant de soumettre la demande, parce qu'il n'y a pas de plus gros fiasco que celui de
de vouloir soumettre une demande dans un des pays de l'OCDE, c'est-à-dire le Canada, on veut soumettre une demande et puis on ne peut pas parce que le site je sais pas. Il y a des bugs, il y a des problèmes techniques, oui. Non, c'est inacceptable et c'est pourquoi la vérificatrice générale avait dit en 2016 que c'était un véritable fiasco. Et là, actuellement, le ministère a pris des dispositions pour que cela ne se répète pas. Alors, on rappelle aux gens, parce que là, les questions viennent souvent de personnes qui nous disent est-ce que tout le monde peut appliquer? Non. Pour appliquer, il faut avoir un diplôme. Donc, c'est important de le rappeler. Vous ne pouvez pas appliquer à un programme de travail qualifié si vous n'avez pas de diplôme. Voilà. Deuxièmement, il faut que votre diplôme fasse partie de la liste. Le Québec a mis une liste. Cette liste-là a les diplômes d'étrangers, des diplômes du Québec. Si votre diplôme ne fait pas partie de la liste des diplômes en demande, vous n'aurez pas de points pour votre diplôme et ça peut affecter votre sélection parce qu'il s'agit d'un système à points. Et ça veut dire que si vous n'avez pas le nombre de 50 points minimum, vous ne serez pas éligible, vous ne recevrez pas d'invitation. Oui. Mais ce que j'aimerais comprendre, François, bon, je te laisse finir d'abord. Comment? Tu peux poursuivre tes explications, après je vais te poser la question. Oui, ok. Troisièmement, il y a l'âge. On tient compte de l'âge, de 18 à 35 ans, l'âge idéal. Si vous avez plus que 35 ans, on en tient compte parce que les critères, il y a des critères éliminatoires, il y a des critères de façon générale. Alors, si vous n'avez pas de diplôme, ça c'est un critère éliminatoire. Ouais. Si vous n'avez pas une connaissance de niveau intermédiaire en français, ça c'est un critère éliminatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous faire d'offre d'invitation. Alors, les autres critères vont vous affecter, mais pas juste dans le but de vous éliminer ou bien d'empêcher que vous ayez des invitations. Alors, on continue à dire aux gens qui nous écoutent surtout via Facebook et les gens qui sont à l'étranger, pendant ce temps, au moment où le Québec est en train de mettre ce système-là au point, organisez-vous pour avoir le test de langue. Oui. Parce que dans certains pays comme Haïti, il y a seulement l'Institut français qui organise ce test. Et pour le moment, l'Institut français est en vacances. Et normalement, quand on recommence, on ne va pas faire des tests chaque jour ou chaque semaine. Là. Il est prévu 2 tests de français par année à l'Institut français. Alors, et puis, il y a un nombre restreint de candidats qu'on prend aussi en passant. Hein? Pour l'Institut français, il y a un nombre restreint de candidats qu'on prend par an. Exact. Ça veut dire que généralement, on peut rester 4 à 60 personnes. Alors, au maximum de personnes qui peuvent passer le test en Haïti, ce sont 4 par année. Ensuite, c'est 2 fois par année. Alors, cela veut dire que vous devez aller à une dominicaine pour passer le test. Ou bien vous devez, si vous avez un visa de visiteur pour les États-Unis ou pour le Canada, vous venez passer le test. Sinon, vous n'allez pas pouvoir, parce qu'on ne va pas analyser votre dossier si on n'a pas votre niveau de français. Oui, mais je voudrais juste faire une précision, François. L'Institut français au Gonaïve offre aussi ce service de test. Je pense à Jacmel aussi, c'est le cas. Mais pour Gonaïve, je peux vous le confirmer, c'est pas seulement à Port-au-Prince. Il y a ce test à l'Alliance française, oui. À l'Alliance française au Gonaïve, ça se fait. Mais effectivement, c'est toujours tous les 6 mois. Il y a beaucoup de gens autrefois qui venaient de Port-au-Prince, un peu partout, pour venir au Gonaïve, pour passer ce test. C'est une option aussi. C'est une bonne nouvelle. À Jacmel, c'est la même chose aussi. S'ils ne changent pas les affaires, ça devait être comme ça. Mais c'est ridicule, aux 6 mois. C'est comme ça, et puis c'est très limité. Même au Gonaïve, même les gens qui étaient au Gonaïve avaient de la difficulté parce que les gens savaient, ils venaient de partout, laissant Port-au-Prince pour venir faire ça. Ça, c'est ridicule. Et c'est seulement l'Institut français qui peut faire passer ça. C'est ça. Oui, parce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est très ferme. On ne donne pas le permis à n'importe qui. Ah, ils sont les seuls à maîtriser le français. Ça leur appartient aujourd'hui. Ça ne fait pas partie de la francophonie, ça a l'air. Hein? Le dilemme, c'est que Québec, comme province francophone, ne devrait pas reléguer ça tout simplement à l'Institut français uniquement. De
Paris, Ouais. combien de fois, combien de chercheurs, combien de spécialistes français, on avait le test CEL, je pense, ici au Canada et au Québec, on a mis de côté. Là maintenant, le test, ça veut dire que c'est seulement la Chambre de commerce et d'industrie qui l'administre. Alors, on a dit ça, et c'est pourquoi les tests de français sont plus chers que les tests d'anglais. Les tests anglophones sont... C'est incroyable. Mais définitivement, François, c'est beaucoup de bâtons dans les roues des gens, là. Oui, parce que si vous avez une centaine de possibilités pour une année, imaginez des milliers de gens qui vont appliquer, c'est très lourd. Si tu n'as pas la possibilité de te rendre en République dominicaine, ça va te prendre des années juste pour le test de français. Ce seront les plus justes qui seront sauvés dans cette affaire-là. Donc, la quantité de gens qui vont arriver, là, ça va être minime. Ouais. D'où l'importance de comprendre ces détails-là pour qu'on puisse agir en amont. Partir ailleurs si vous voulez vraiment faire ça, si vous avez la possibilité. Rendez-vous en République dominicaine ou ailleurs pour faire le test, parce que s'il va falloir attendre en Haïti, vous pouvez passer 1 an ou 2 sans pouvoir le faire. Et imaginez que la République dominicaine est un pays hispanophone. Ouais. Elle passe le test chaque mois. En Haïti, mais on est francophone. En plus de tout ça, c'est pas seulement pour le français. Hein. Même le test d'anglais, il y a un test d'anglais. Comme ils acceptent plusieurs, il n'y a que seulement en République dominicaine. Ça n'existe même pas en Haïti. Là, on a pour le français, on peut aller à l'Institut français. Il y a un des tests, l'une des options que donne le Canada pour appliquer pour ces choses-là. Il faut partir nécessairement au moins en République dominicaine pour le faire. Oh là 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 là. Ok. Mais c'est incroyable. Il y a des détails. Ce matin, je voyais sur le Nouvelliste également, ça c'est une parenthèse, American Airlines qui va suspendre 2 de ses vols. Il avait 6 vols sur Haïti. 4, et on va suspendre 2 de ses vols parce que l'essence en Haïti coûte plus cher qu'en République dominicaine pour les avions. Alors, on est obligé d'annuler les vols vers New York. Pour ça. Voilà. Mais ce qu'ils ont expliqué dans le communiqué, c'est pas uniquement naïf. Évidemment, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Et cette décision a été prise une fois déjà pour la République dominicaine. Ils ont réduit des vols en République dominicaine. Et je crois au Mexique, non, au Venezuela, quelque chose de ce genre. Il explique que c'est pas quelque chose spécifique en Haïti, mais ça permet vraiment de se poser pas mal de questions. Mais c'est exactement pour voir comment on agit avec négligence dans tous les aspects. En tout cas. Bon, on laisse vous aux questions d'immigration. Alors, j'espère que les gens vont comprendre. Pour le Québec, en attendant, organisez-vous, envoyez-nous vos CV, on va faire l'évaluation pour vous. Parce que nous, avant, on vous dit que oui, vous appliquez, on doit avoir le CV, on doit avoir votre niveau de langue, et puis on doit avoir votre diplôme pour nous assurer que vous pouvez appliquer. Sinon, si vous voulez aller vous-même faire votre expérience, aucun problème, mais nous, on n'y va pas. On dit que oui, alors qu'on sait que vous ne remplissez pas les conditions. Ok, François, c'est ce que j'aimerais comprendre. Si tu n'as pas ces documents-là, par exemple le test de langue et autres, tu ne peux même pas appliquer en attendant que tu soumets ces documents-là, c'est pas possible? Parce que lorsqu'on remplit le formulaire et on va avoir une formation très bientôt pour tous ceux qui sont dans le domaine, Immigration Québec va faire une formation de plus pour nous. Lorsqu'on remplit ces formulaires et le formulaire de déclaration d'intérêt, pour qu'on puisse savoir que vous êtes éligible, on doit se baser sur des éléments bien déterminés, notamment votre niveau de langue. J'imagine dans le formulaire, quelque part, il va falloir mettre son niveau de langue. Mais oui. C'est ça aussi. Il faut mettre les codes pour le niveau de langue, l'âge. Parce que comment peut-on dire que vous n'êtes pas éligible si on n'a pas ces éléments-là? Je comprends absolument. Donc, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça veut dire que si la personne envoie ça, elle a beaucoup de chances de ne pas se faire accepter parce que là, on ne sait pas exactement qui elle est, on ne sait pas vraiment si elle remplit les conditions. Et dans certains cas, le système ne te permettrait même pas de soumettre le document. Il y a des informations cruciales comme ça, oui, si tu n'arrives pas à les... On va voir parce que actuellement, le site sur AIMA, on peut aller voir, on peut faire, par exemple, certaines recherches, regarder ça, mais cependant, on ne peut pas appliquer. Alors, encore là, vous voyez un peu de la désinformation, je ne vais pas employer le terme fake news. Des gens qui nous appellent et qui nous disent, oui, on a beaucoup d'amis qui ont déjà appliqué, et puis nous, on a... C'est incroyable. Non, ça, c'est l'ignorance. Alors qu'officiellement, le site n'est pas encore
Ils ont appliqué où ça? Le formulaire n'existe nulle part maintenant. Ils ont appliqué, ils sont déjà au Canada de toutes les façons. Je continue à vous dire, oui, j'ai un ami qui a appliqué. C'est toujours des désinformations. Alors, c'était vraiment déplorable. Il pourrait même vous dire que l'ami est déjà dans nos murs ici au Canada. Qu'est-ce que tu veux? Comment? Il pourrait même vous dire que cet ami-là est déjà dans nos murs ici au Canada. C'est ça. Bon, ensuite, on a une autre nouvelle pour quelqu'un qui a été accusé de fraude en immigration, c'est à Calgary. Okay. Lui, là, il a participé à la distribution de faux documents d'immigration. Il s'appelle Panache Chaya, 23 ans. Alors, il fait face à des chefs d'accusation parce que lui, ce qu'il a fait, il a distribué des faux documents d'immigration aux gens pour leur dire qu'ils peuvent venir étudier ici, sans frais, sans... Il a vraiment donné des informations frauduleuses. Alors, il va comparaître le 15 août, non, il a déjà comparé le 15 août 2018. Il attend maintenant sa sentence parce qu'on dit que dès qu'on agit, dès qu'on donne de fausses informations, surtout dans le but d'avoir de l'argent des gens, et à ce moment-là, vous allez être accusé, vous allez avoir des problèmes avec l'agence de services frontaliers. Mais il a fait ça à des gens ici ou je n'ai pas bien compris? Ce sont des gens d'ici qui sont en train de faire circuler de fausses informations et qui recherchent des clients un peu partout, ici également, ils peuvent rechercher des clients et qui promettent, par exemple, de leur donner des permis d'études sans pouvoir payer l'école, tout ça, les permis de scolarité. Alors là, maintenant, on dit non, ça ne fonctionne pas, on l'a surpris. Et ce monsieur-là, il est intelligent parce que là, dès que vous avez fait, par exemple, de telles choses, c'est sûr que vous contrevenez à la loi sur l'immigration. Et bon, c'est ça. Pour terminer, l'ONU a jugé que le Canada a violé les droits d'une personne sans papier. L'ONU demande une indemnité pour cette personne-là. C'est quelle personne? Je vais vous dire. Elle s'appelle, par exemple, Mel Toussaint. Je ne sais pas si c'est de quelle nationalité elle est, mais elle s'appelle Mel Toussaint. Toussaint? Ça risque d'être un Haïtien ou une Haïtienne? C'est une femme, je ne sais pas si c'est une Haïtienne, mais elle s'appelle Mel Toussaint. Oui, ça se peut. Il y a beaucoup de Toussaint chez nous. À titre de touriste. OK. Elle est restée au pays après avoir décroché un emploi, mais elle ne possédait pas de permis de travail. Maintenant, elle n'a pas de statut, parce qu'elle n'avait pas de permis de travail, elle n'a pas de statut, mais cependant, elle avait besoin de soins de santé. Alors, elle n'avait pas accès au programme fédéral de santé intérimaire qui pouvait faire des services médicaux. On lui a refusé ces soins-là. Ah oui. Oui, la semaine dernière, on disait que dans la question de la carte montréalaise, on disait que la carte donne accès à un service. C'est ce qu'on a proposé à la mairesse. Parce qu'il y en a qui peuvent aller demander des services parce qu'ils n'ont pas de statut, on leur refuse ces soins-là. Alors, c'est ce qui est arrivé à cette dame. Elle était à l'hôpital, elle voulait avoir des soins. On lui a refusé ces soins-là. Et là, maintenant, elle est allée en appel. Elle est allée à la Cour fédérale. Elle a même fait parvenir ce monsieur-là à l'ONU, qui a jugé que le Canada ne devrait pas refuser des soins de santé qui mettent la vie de quelqu'un en danger, même si la personne n'a pas de statut. Sauf que assez souvent, quand des décisions comme ça sont prises, ce n'est pas des décisions contraignantes. Non, ce ne sont pas des décisions contraignantes. Mais cependant, ça veut dire qu'on dit au Canada, vous êtes sur une mauvaise voie, parce que vous ne devriez pas refuser les soins de santé. On appelle ça non-assistance à personne en danger. C'est ça. Et le gouvernement a réagi par la voix du porte-parole du ministre de l'Immigration, M. Mathieu Jeunesse. Il a dit que non, notre gouvernement avait relancé le PFSI après son abolition. Et c'est un programme qui est accessible pour tous les immigrants
en situation irrégulière qui ont déposé une demande d'asile. Mais c'est parce que l'ONU dit, même si la personne n'a pas de statut, lorsque quelqu'un passe par la frontière et vient ici faire une demande d'asile, cette personne-là est réputée avoir un statut parce qu'elle a un dossier en traitement. Mais là, on parle d'une personne qui n'a aucun dossier en traitement, qui est ici sans statut et qui va à l'hôpital pour demander des soins. On lui dit, madame, c'est le droit à la vie. Vous n'avez pas le programme. Mais je trouve que c'est à cause, parce qu'au moins on devrait demander à la personne de payer. Oui, on pourrait lui envoyer une facture. Et c'est ce qu'on fait de manière générale pour les femmes enceintes qui débarquent à l'hôpital et qui ont besoin d'accoucher. Et bien, même si elles n'ont pas de papier, on va procéder à l'accouchement et puis on va vous refiler une facture. Pas maintenant. Ah, maintenant, ils font plus ça. Non, si vous ne payez pas avant, vous n'allez pas avoir ce soin-là. Ah bon? Même pour une femme enceinte? Ben oui, à moins que ce soit une urgence, que ce soit une personne qui est tombée par terre, tout ça. Mais c'est une urgence, une femme enceinte qui a besoin de soins pour mettre son enfant au monde. C'est une urgence, ça. Si vous n'avez pas de statut, vous n'avez rien du tout, à ce moment-là, vous devriez... Déjà, les hôpitaux avertissent toutes ces autorités à venir à l'avance, à payer les frais avant même d'avoir un rendez-vous pour accoucher. Ah là là! Et si vous venez à l'audience, c'est sûr qu'on ne va pas à l'urgence, excusez-moi. Si vous allez à l'urgence, c'est sûr qu'on ne va pas vous refuser, puis vous êtes déjà en situation difficile. Mais si vous allez, vous dites, OK, après l'accouchement, je vais payer. Non, ça on comprend. Mais... Parce qu'ils ont eu de mauvaises expériences dans le passé. Ah oui, il y en a plein. Maintenant, comment régler cette question-là? Des Marocaines, des Égyptiennes, c'est les Maghrébines et les Haïtiennes qui sont passées net en ce sens-là. Ah bon? OK. Oui, c'est ça. D'après l'étude dont il dispose. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, merci. Alors, demain, on va être toujours fidèles au poste. Oui, absolument. Pour vous apporter les informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions. Voilà, merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la ferme Vision Max Service. Vous pouvez voir les coordonnées de François et de sa ferme Vision Max Service à l'écran sur Facebook, sur Internet, sur notre site internet intexto.ca. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine de nouvelles. On prend une pause. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents.
273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince Haïti, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Voilà, secteur combien déjà, Jean-Yves? 36 chez moi. Ah ben, est-ce que j'ai 37, 35? Ah, ben, c'est la même chose. Nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, en direct sur Facebook, également sur notre site internet intexto.ca, en différé sur WhatsApp et YouTube. Haïti, le Parlement nous tient en haleine depuis quelques semaines déjà. Oui, définitivement. Et là, on va revenir sur cette attaque qui a eu lieu en début de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Beaucoup d'hypothèses en attendant le rapport si on aura de rapport sur l'enquête judiciaire, judiciaire et policière. Mais cette fois, c'est Ronan Larèche, sénateur du Nord-Est, qui croit au montage. Il explique que techniquement, ce qu'on a vu au Parlement ne saurait être du montage. Et là-dessus, il n'est même pas policier, là. C'est pas lui qui mène l'enquête. Oui, mais il a sa logique, ses arguments. D'ailleurs, on va le voir un peu plus tard, qui est appuyé par quelqu'un comme Imler Rebu. Pour lui, on devait commencer par vraiment s'interroger sur vraiment le travail même des agents de sécurité du Parlement par rapport à tout ça. On va l'écouter. Dans le débat là, il m'a allé me regarder. Ça m'a dit font analyse comparative pour regarder par rapport à la distance là. Si c'est des ravisseurs ou des affaires qui rentrent dans la cour, pénétrer dans la salle de réception, tirer, il faut que tu viennes avec des véhicules et il faut que l'agent qui te devant, il faut que tu sois capable d'identifier mon zaro. Et il y a des policiers, 6 mots qui postés devant le bâtiment. Et moi-même, plus c'est des montages, des chantages politiques qu'a fait au niveau parlement. Comme action passée au niveau de la Chambre des députés, et jusqu'à présent, moi, pourquoi il y a des mesures conservatoires qui prennent contre les agents de la sécurité, qui tapent assurer la sécurité le jour. Parce que les DCPJ viennent avec des experts, la police scientifique est allée sous les lieux, fait des prélèvements, fait des analyses, et ils ont demandé pour des agents de sécurité pour te mettre aux arrêts, pour être capable d'entendre, auditionner. Les agents de sécurité, ils ont protesté, ils ont mis cadre dans la barrière, c'est comme si nous avons au-dessus de la loi. Et voilà, l'une des raisons avancées par M. Larèche Januma, c'est que pour lui, beaucoup des agents de sécurité du Parlement n'ont aucune formation appropriée. C'est des gens qui assistaient certains candidats qui étaient certains candidats. Ils n'ont reçu aucune formation en matière de sécurité. Et pour lui, c'est une révélation grave qu'il a faite. On va l'écouter, qui explique. À la limite, il dit que ils ne sauront même pas comment tirer avec un fusil. Pour lui, c'est l'hypothèse qu'il a beaucoup mis en avant. Pour lui, il se peut qu'il y ait un désordre à ce niveau-là parce que les agents de sécurité du Parlement haïtien n'ont pas de formation appropriée pour ça. Okay. Et voilà, donc jusqu'à présent, pourquoi il y a des mesures conservatoires qui prennent en compte agents de sécurité, ça, qui travaillent, parce que aujourd'hui, nous-mêmes comme Parlement, comme institution, c'est nous qui vont l'autre signal. Si c'est des agents de sécurité qui impliquent dans telle action, qui fait des montages, qui fait des tractations, c'est fort qu'il y ait des mesures qui pourraient contrer. Si c'est volontairement, par manque de professionnalisme, parce que l'agent de sécurité qui là, c'est des gens, des militants politiques qui sont dans la campagne, ils pourraient mourir dans le Parlement, par accident, ils sont capables d'engager un explosif, capables de son ballon doit tirer, ce sont des hypothèses, des éléments. Premièrement, capable d'un engin explosif, capable de voler à l'intérieur du Parlement. Mais, deuxième hypothèse, même Kembel, peut-être, c'est des agents de sécurité par manque de professionnalisme, et puis qui tirent, et puis ils maquillent bagala, ils mettent la grange explosif en dedans, ils tirent en dedans, et puis pour faire le faux scandale. Voilà, c'est l'hypothèse. Et c'est pas des moindres. Ronan Larèche, c'est un ancien président du Sénat. C'est un sénateur en fonction. Donc, il sait comment ça fonctionne, comment ça se passe sur le plan politique. Son argument à l'effet que c'était des militants politiques, qu'on a remis un pistolet ou un fusil, puis vous avez un boulot d'agent de sécurité sans formation, ça c'est bien plausible. Mais sur le plan technique, moi j'aimerais écouter l'argument de Imler Rebu que tu m'as dit, ancien colonel qui connaît ça. Qui a écrit plein de livres sur la sécurité, qui est passé de présentation et, je ne peux pas dire bizarrement, il a un petit peu
il va dans le même sens que M. Larèche. On va l'écouter et lui, il va expliquer pourquoi. Il y a une structure de sécurité à l'intérieur du Parlement et une structure périphérique qui est contrôlée par la police nationale. Et structure périphérique là, il est dehors. Donc si attaque là, fait du dehors vers l'intérieur, premier monde qui t'a joint à ça, c'est structure police qui est dans la périphérie. C'est pour nous rentrer sous thèse sénateur. Si sénateur a dit dans le sorti, là, analysé sur le plan balistique, il y a pour très clairement un bagage qui fait à une distance et par rapport à une distance à l'intérieur ou à l'extérieur. Le premier bagage m'abdou sur le plan physique, tel sénateur évoqué a gain pile sens parce que si moun yo c'est des moun qui étaient dehors ou t'as plein de loup parce que on est qui vient faire attaque pour ça pas vient faire attaque là pour le camper sous position c'est bon la gueule vient faire son on pression vient mettre il t'a venu nos machine t'a passé avec toute vitesse t'as bien une structure visuelle la police qui t'a pris donc c'est pour entrer de tel sénateur on y a si nous qu'un tel sénateur cela veut dire que il y a des intérêts qui sont extrêmement importants à jouer des gens capables de montrer qu'ils attaquent le Parlement c'est un petit peu pour montrer comme il y a fiché le Parlement il y a des gens qui sont pour attaquer le Parlement vraiment c'est chouette quand nous faisons politique en Haïti. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et qui serait derrière ça? On ne sait pas. Ce qu'on espère, ce qu'on doit espérer, c'est que comme le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince était l'une des premières personnes à intervenir, j'espère qu'il sera la première personne aussi à fournir le rapport de son enquête qui a été arrêté concrètement. Je commence à être d'accord qu'il faudrait interroger Garibodo, hein, qui le premier n'arrêtait pas de parler de menaces contre le Parlement et patati patata. Bizarrement, la réaction... Et ça se passe à la Chambre des députés. Bizarrement, la réaction de Garibodo est plutôt mi-figue, mi-raisin. Il dit, écoutez, il va falloir attendre le rapport des experts. Nous, on n'est pas experts. C'est vrai que ça ait lieu. On va l'écouter. Nous-mêmes, nous attendons les conclusions de l'enquête menée par la justice de concert avec la police nationale. Donc, au moment opportun, nous avons toutes conclusions. On a mesure pour nous et faire des déclarations concluantes. Nous pensons que l'information, ça on a mis la police, encore une fois, et non pas des enquêteurs. Donc, on a une attitude ici. Tout le monde c'est toutiste, tout le monde connaît toute bagaille. Donc nous-mêmes, nous ne pas contre toute bagaille, nous pensons la DCPJ, et Direction nationale, et police judiciaire là, police scientifique là tout, qui sont unités dans la police nationale là, nous pensons à travail ensemble avec le commissaire gouvernement et au moment opportun, nous avons gagné les conclusions de l'enquête. C'est à ce moment que nous sommes capables de parler à la presse pour nous dire ce qui passe. Si son bagaille externe, si son bagaille interne. Donc, toutes les pistes sont en train d'être analysées. Et voilà, on va vraiment fermer ce chapitre-là pour dire que le président de la Chambre des députés, M. Garibodo, qu'on vient d'écouter, a reçu officiellement les documents aussi de M. Seyen. Il a promis d'ici aujourd'hui au plus tard de former une commission qui devait analyser les pièces de Jean-Henri Seyen. Je croyais que tout le monde était pressé avec cette affaire-là. Moi aussi. Mais apparemment, la commission n'a pas été encore mise en place. C'est aujourd'hui que cela devait se faire. Donc, 48 heures à l'avance, nous avons gagné pour nous communiquer tous les documents pour nous voir si ils sont conformes à la Constitution. Donc, il ne faut nous pas dire que nous avons étudié les pièces. Donc, il y a 4 étapes de ratification au Premier ministre. La Constitution a amendé ça qui là. Donc, étape étudier les pièces. Quand on Premier ministre a tombé, par exemple, c'est le bon document le bagage. Donc, étape ça, Constitution retirée. M. Jean-Henri Seyen, c'est un ancien candidat à la présidence. Quand même, il y a des passeports, il y a des documents additionnels dans le Parlement, nous demandons de soumettre nous. Peut-être nous avons gardé sous nationalité, nous avons gardé sous quelques autres paramètres. Donc, commission va le travail. Donc, le bureau va travailler dans place commission. La commission a formé après-midi à même, ou bien demain, pour nous garder conformément à la configuration politique de l'Assemblée, pour que nous commencions à rentrer d'emblée dans le processus-là, pour avancer dans la ratification, déclaration politique générale du Premier ministre. Voilà. On va parler de corruption, Petro-Caribé. Je sais pas si il y a toute une campagne qui est menée actuellement sur les réseaux sociaux avec le slogan où est l'argent de Petro-Caribé. Il y a énormément de gens sur Facebook qui changent leur profil avec ça. En Haïti, sur WhatsApp, ça circule beaucoup. Sur Facebook, n'en parlons pas. Maintenant,
C'est quoi la réponse à cette question? Et tu me dis, Jean-Étienne, qu'il y a un organisme qui va encore plus loin. Ouais, c'est le mouvement anticorruption pour le sauvetage d'Haïti qui a soumis une correspondance, une lettre au président vénézuélien pour dire quoi? Écoutez, monsieur le président, ici en Haïti, on a pas mal de problèmes avec la gestion de ces fonds. De ces fonds, on ne sait pas où ça se trouve, il n'y a pas de rapport. Arrêter en attendant qu'on puisse faire le point sur ça, de supporter Haïti par vos... Ça, c'est extrême, là. En même temps, il y en aurait beaucoup qui paieraient beaucoup, là. Absolument. On devait voir ça un peu dans les commentaires. Ouais. C'est Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui a expliqué tout ça. On va l'écouter. En date du jeudi 16 août 2018, nous t'ai adressé une requête by président vénézuélien Nicolas Maduro et vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez et fondine tout que une copie requête là t'est adressée à l'un des responsables de l'opposition en République vénézuélienne. C'est une requête à travers laquelle nous t'ai souligné pour attention différentes autorités vénézuéliennes que déjà les fonds Petro-Caribé qui étaient versés à Haïti, eh bien 2-3 délinquants, 2-3 voyous qui étaient rentrés dans l'État, t'es départis à fonds ça yo et que li pas logique, li pas rationnel, li pas juste pour y a continuer verser de nouveaux fonds Petro-Caribé à ces dirigeants corrompus. Et que finalement, à travers requête là, nous avons demandé aux autorités vénézuéliennes de ne pas continuer à verser de nouveaux fonds Petro-Caribé à ces dirigeants haïtiens corrompus jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les fonds Petro-Caribé déjà versés. Voilà. Oh là là. Les riverains, maintenant, les voisins de Jovenel qui, comme annoncé hier, ont tenu un sitting. Le message est le même. Jean-Thomas Goudou, on va l'écouter. On écoute. Nous sommes capables de dire, journée aujourd'hui, nous venons demander justice et réparation. Nous avons 2 mois, nous avons relé en mois. Jovenel Moïse prend un coton, lui met dans tous des oreilles, lui fait comme s'il ne attendait. Nous avons dit, nous achetons même gens avec dealer drogue ça qui relait Yves Léonard. Nous achetons nous-mêmes, nous fin payer. Li pas quand même fin payer même. Li qui t'en fait avantage sous même terre quoi disant qu'il a fait propagande que c'était l'État. Qui donc? Jovenel Moïse. Enfermé yon kay, en tant que yon président inculpé, nommé yon dealer de drogue, qui est le Yves Léonard. Dealer de drogue ça, li te besoin espace là, pour te acheter. Nous-mêmes, nous qui t'ont occupé espace là, c'est dans même héritier ça. Depuis en 2012, moi-même, moi là. M'a construit depuis en 2012. Quand la fin construit, normal. C'est rendu, quand la base fin rendu. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vin Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc,
beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648 au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h54, il nous reste 3 minutes de commentaires, Jean-Étienne. Ça me fait penser, et je n'exagère pas, ça me fait penser à une logique aristidienne. Vous vous souvenez, après le coup d'État de 1991 contre Jean-Bertrand Aristide, réalisé par Cédras, il avait demandé qu'on impose un embargo sur Haïti. Question de punir le régime en place. Afin Ce qui a été fait d'ailleurs. Oui, ce qui a été fait, mais dans une logique non seulement de punir le régime, mais pour qu'il revienne. OK, ça c'est vraiment un dilemme. Encore une fois, Petro-Caribé, une organisation qui demande au Venezuela d'arrêter le programme Petro-Caribé qui rend service à Haïti et à la population de manière générale, même si, bon, il y a une grande perception de corruption par rapport à ça. Il va falloir tirer tout ça au clair. Mais en attendant, il y a une organisation qui demande de punir le gouvernement. Mais punir le gouvernement, c'est punir la population aussi. Je pense que ça exagère un peu définitivement, pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est que, écoute, là, tu envoies un signal que vraiment, ton pays, il est tellement mauvais et mal qu'on ne peut même pas trouver une formule pour trouver ce qui s'est passé avec cet agent. Ça, c'est un. La deuxième chose, même le gouvernement vénézuélien, tu peux l'embarrasser parce qu'il y a quand même une opposition qui ne voit pas nécessairement la chose de la même façon. Et la situation n'est pas au beau fixe au Venezuela. Absolument. Ils auraient besoin de cet argent eux aussi. Peut-être que la présidence du Venezuela essaie de faire tout son mieux pour venir en Haïti à travers ce programme. Et maintenant, parce qu'ils n'ont pas seulement donné ça à la présidence, c'est aussi à l'opposition là-bas qu'ils ont soumis ce document.
Et là, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. L'opposition a beaucoup d'arguments maintenant. Absolument, à un petit peu plus. Parce Venezuela. Que de toutes les façons, on est quand même en 2018. Cette correspondance ne va rien apprendre à la présidence du Venezuela. De toutes les façons, ils sont au courant de ce qui se passe ici. D'ailleurs, avec cette dernière campagne, imaginez, RFI en parle, beaucoup de grands médias du monde parlent de cette campagne sur Facebook. Donc, ce n'est plus un secret. Il y a plein d'articles, peut-être un petit peu de documentation sur cette affaire. Aller au Venezuela et dire ça dans un document officiel n'apporte pas grand-chose en termes d'information que peut-être embarrasser et le gouvernement haïtien et aussi le gouvernement vénézuélien. Et ça, c'est pas bon je crois que vraiment, pour notre image, ni pour notre... On a un grave problème de reddition de comptes. Définitivement. Que ce soit sur le prélèvement de $1,50, il y a une information qui est tombée et puis c'est un sénateur qui a publié l'information. C'est pas officiel. On parle de 107 millions de dollars que le gouvernement haïtien aurait amassé, mais est-ce qu'il y a eu une enquête? Est-ce que c'est un rapport? C'est en fonction d'informations que le sénateur Dumont dit avoir obtenues. C'est ça. Mais est-ce que c'est officiel? C'est ça aussi le problème en Haïti. C'est peut-être plus, c'est peut-être tellement moins. plus confiance aux institutions qu'on a tendance à aller ailleurs pour raconter nos misères. Et c'est pas possible. 57. Merci. À demain. Demain, une nouvelle édition.